Détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? Je voulais revenir sur ce petit moment un peu curieux dans l'entretien entre Pujadas et Didier Raoult, l'Einstein de Marseille. Ça va nous aider à comprendre sur une petite anecdote un des aspects qui a permis à Didier Raoult, à la figure de Raoult, d'émerger dans les médias et de rencontrer du succès. Nonobstant le côté un peu grande gueule, le côté outsider, et puis bien sûr la nécessité pour les médias de bâtir un storytelling, dans un moment où finalement on a une épidémie, donc ce sont des processus très anonymisés, donc là on va chercher à mettre des figures là-dessus. Et donc ce qu'on va voir là, c'est que en fait Didier Raoult a aussi une capacité à jouer avec les codes des médias qui lui donne un certain nombre d'avantages. C'est ça qu'on va voir là. Nous sommes au moment de la sortie de l'étude du Lancet qui semblait enterrer pour de bon l'hydroxychloroquine, avant que ses auteurs ne se rétractent. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Non, et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? Les gens pensent comme moi, c'est-à-dire que les études menées directement sur des patients sont plus conclusives que des études a posteriori brassant plusieurs résultats d'études. Et là, Pujadas lui objecte, mais les gens se demandent pourquoi vous ne faites pas du randomisé. Raoult répond non, les gens ne se demandent pas ça, ils ont confiance en moi et en mon protocole. Puis on glisse vers des considérations sur la crédibilité, et c'est là qu'intervient l'idée du sondage. Vous voulez savoir en qui ils ont le plus confiance, eh bien faites un sondage. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit. Pujadas se prend lui-même les pieds dans le tapis en faisant référence à l'opinion publique, ce qui permet à Raoult d'introduire l'idée de crédibilité auprès de la population. Alors que là, on a affaire à une question médicale, à une question de science. Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt la question de la crédibilité auprès de la communauté des chercheurs, auprès de la communauté scientifique. D'ailleurs, c'est même pas la question de la crédibilité, c'est juste qu'est-ce que dit la communauté scientifique à propos des études du professeur Raoult. Évidemment, Pujadas ramène les questions que se posent les gens parce qu'il n'a pas par lui-même les ressources pour critiquer les justifications avancées par Raoult, quelque fumeuses qu'elles soient. Et d'ailleurs, Raoult ne cesse de lui répéter en lui mettant quelques petits taquets. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis, donc je vais essayer de vous le dire. Vous utilisez des mots que les gens utilisent, randomisation, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire vraiment, d'accord? Moi je le comprends, je sais ce que c'est mon métier. En effet, Pujadas n'a que deux possibilités pour critiquer et relancer la conversation. Soit il ramène l'étude du Lancet, et à l'époque on pouvait encore considérer que c'était pertinent, mais une fois qu'il a épuisé cette ressource, ou bien qu'il voit que son interview tourne un peu en rond, il est obligé d'essayer autre chose, et là, autre chose, c'est le réflexe du journaliste, c'est-à-dire de dire ce que pense l'opinion publique. Mais j'ai essayé de me faire le porte-parole du public. Dès lors qu'on commence à parler d'opinion publique, on va se mettre à sortir des sondages. Et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où l'idée même de sondage s'introduit dans la conversation? Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Alors, ce petit passage-là, Viktorovitch l'avait analysé de la manière suivante. Didier Raoult est en train de nous expliquer que ces études sont crédibles pour la simple raison qu'elles sont populaires. Alors ça aussi, ça porte un nom. On appelle ça un argument ad populum, qui consiste tout simplement à affirmer qu'un énoncé serait vrai parce qu'il est accepté par un grand nombre d'individus. Et c'est problématique. C'est problématique profondément parce que l'argument ad populum, c'est précisément l'inverse de la science. Si on a besoin de former des chercheurs, de mener des études, de mettre en place des méthodes, c'est justement parce que le sens commun ne suffit pas pour expliquer le monde qui nous entoure. En fait, on ne sait pas vraiment si Raoult dit « j'ai raison parce que le peuple me soutient », et donc là, il commet en effet un ad populum, ou bien vous vous trompez sur l'état de l'opinion publique. Là, il y a un glissement et le propos n'est pas tout à fait clair. Dans ce deuxième cas, on ouvre juste une conversation pour savoir qui a raison sur ce que pense l'opinion publique, et on n'en fait pas forcément une justification qui vient à l'appui de ce que dit Raoult. Mais tout le monde comprend que l'appel à la crédibilité auprès de l'opinion publique n'a pas grand sens dès lors qu'il s'agit de trancher une question scientifique. En science, ce qui compte pour faire progresser le savoir, c'est la qualité des travaux, non la personne qui les a effectués. C'est la raison pour laquelle les articles sont évalués anonymement. Donc, mais est-ce que c'est une raison pour clore le débat, quand bien même les gens seraient derrière vous? Non, les gens comprennent ce que je fais,
Mais en réalité, le journaliste est affaibli, je vais vous dire pourquoi, en vous montrant que le coup de force n'est pas vraiment dans un ad populum. Sa parole cesse d'être scientifique, elle bascule dans autre chose. Et cette autre chose porte un nom, c'est le discours politique. Viktorovitch dit que Raoult glisse du registre scientifique, la légitimité qui repose sur la preuve, l'évaluation par les pairs, au registre politique. La légitimité repose alors sur la représentation des électeurs d'un parti ou d'un segment de l'opinion publique. Et in fine, c'est bien aussi ce que fait Raoult. Il s'adresse à une communauté non légitime, l'opinion publique, pour établir la pertinence de ses travaux scientifiques. Mais en réalité, il glisse du scientifique au journalistique. Et c'est comme ça qu'il coince Pujadas. Et c'est ça que je voulais examiner en vous proposant d'adopter un point de vue rhétorique sur cet échange. Et adopter un point de vue rhétorique sur un échange, c'est s'intéresser moins à la qualité intrinsèque des arguments que de s'intéresser aux effets que produisent les énoncés sur l'auditoire ou l'interlocuteur. Un énoncé ou une stratégie argumentative pourra alors être considéré comme persuasive, alors même que, du point de vue d'une théorie de l'argumentation, cet énoncé ou cette stratégie sera jugée non pertinente. C'est comme ça que j'analyse la stratégie de Raoult dans ce petit échange. Ce qu'il dit n'a pas de pertinence pour justifier son propos. Les effets qu'a cette stratégie sur l'auditoire, à mon avis, sont assez nuls, c'est-à-dire que personne ne change de position. Soit on considère qu'il est sur la bonne voie, soit on considère que c'est un charlatan, mais à mon avis, aucune position ne changera. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les effets que ça a sur Pujadas, sur son interlocuteur journaliste, parce qu'en fait, fondamentalement, Raoult va se mettre à la place du journaliste et adopter des techniques qui sont habituellement celle du journaliste. Autrement dit, il va couper l'herbe sous le pied à son interlocuteur. Pour comprendre comment Raoult déstabilise son adversaire et inverse les rôles, il faut faire un détour par la sociologie des médias. Je m'appuie ici sur La Fabrique de l'opinion, une histoire sociale des sondages de Loïc Blondiot, et le Faire l'opinion de Patrick Champagne. En particulier ce dernier qui analyse la transformation des rapports entre le monde politique et l'univers journalistique ou médiatique, notamment par l'apparition des sondages d'opinion. Lui, il s'intéresse tout spécifiquement au rapport, et en fait au rapport de force, entre le monde politique et le monde médiatique ou journalistique. Et il va montrer que ces rapports de force vont évoluer, positivement pour les journalistes, au moment où on va introduire les sondages, au moment où, plutôt, on va se mettre à utiliser massivement les sondages dans les médias. Les sondages sont arrivés en France dès la fin des années 1930, par Jean Stutzel, qui avait été aux États-Unis, qui avait vu la technique, qui avait créé l'IFOP, qui l'avait ramené en France en créant l'IFOP. Mais c'est une technique qui n'a pas eu un grand succès médiatique et politique. Le succès arrive avec l'élection présidentielle de 1965. On a donc deux univers, la politique et le journalisme, qu'il faut se représenter comme étant en concurrence, nous dit Champagne, comme étant en concurrence pour faire parler, pour ventriloquer l'opinion publique. L'homme politique, la femme politique, tire sa légitimité de sa capacité à traduire les attentes sociales en propositions politiques. Autrement dit, il représente des secteurs de l'opinion publique, notamment organisés en partis. Le politique a toujours l'avantage sur les critiques médiatiques, sur les critiques que les journalistes, par exemple, vont lui adresser en interview, parce que lui, il peut toujours convoquer le fait qu'il est élu. L'opinion publique me soutient parce qu'ils ont voté pour moi, parce qu'une partie d'entre elles a voté pour moi. Et c'est justement ça qui va changer avec l'introduction des sondages, car les journalistes, les médias vont désormais avoir la possibilité de faire parler l'opinion publique, de manière quasi scientifique, avec une technique considérée comme scientifique, faire parler l'opinion publique, y compris contre l'élection. Y compris contre l'élection qui, elle, a eu lieu 2-3 ans avant. Alors que le sondage, lui, est une photographie à l'instant T. L'arrivée des sondages, et c'est, j'allais dire, leur force, c'est une justification idéologique et une technique à prétention scientifique. C'est-à-dire que c'est une pratique qui a deux légitimités. Une légitimité politique et une légitimité scientifique. À partir des années 60, le journaliste va donc disposer d'une véritable arme qui le met à égalité, ou en tout cas à concurrence du politique, parce que lui aussi dispose d'une sorte de quasi-mini-élection, qui est le sondage. Dans ce processus d'émancipation des journalistes par rapport au pouvoir politique,
Les sondages d'opinion ont été une arme symbolique particulièrement puissante. Ils ont, entre autres conséquences, permis aux journalistes de s'opposer légitimement aux hommes politiques, puisqu'ils le faisaient avec les armes mêmes du champ politique. Les journalistes de télévision, par exemple, n'étaient à l'origine que les courroies de transmission du discours du pouvoir. Les interviews n'étaient que des simulacres. Ils étaient la risée de leurs collègues de la presse écrite. Monsieur le ministre, vous êtes venu ce soir nous entretenir de la campagne présidentielle, alors vous avez la parole. Bien, il y aura naturellement des réunions publiques. Mais sous l'effet de la concurrence et de l'influence du journalisme à l'américaine, ou encore de la formation dans des écoles de journalisme, les journalistes vont se réclamer d'une indépendance et d'un professionnalisme à partir des années 60. La force des journalistes tient au fait qu'ils ont invoqué, contre les hommes politiques, la logique même du champ politique. En multipliant les sondages qui sont comme autant de référendums, les journalistes ont contraint les hommes politiques à jouer un jeu qu'ils n'ont pas nécessairement choisi. Ils ne peuvent pas, en tout cas, ignorer des pourcentages qui sont abondamment commentés par la presse et qui sont censés représenter la volonté populaire. C'est ça que fait implicitement, sans forcément en avoir conscience, Raoult dans cet échange. Il se paye le luxe d'aller sur le terrain des journalistes, leur contester ce que d'habitude ils convoquent comme ressources pour se légitimer, pour se grandir face aux politiques. Leur capacité à interpréter l'opinion publique en utilisant les sondages. Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité ? À Marseille, je suis certain que vous avez un taux record. En France, faites-les les sondages. En France, les gens se posent la question. Faites les sondages. Regardez, moi je les ai vus, les sondages d'Odexa. Je les ai vus. Donc, bon, mais est-ce que c'est une raison pour clore le débat, quand bien même les gens seraient derrière vous? Non, les gens comprennent ce que je fais. Raoult met Pujadas en difficulté parce qu'il va d'un seul coup se mettre à la place de Pujadas. C'est le journaliste qui habituellement invoque le sondage pour mettre en difficulté le politique qui avance une proposition audacieuse ou qui affirme que son bilan est bon, en lui disant « mais comment se fait-il que l'opinion ne soutient pas cette mesure » ou « comment se fait-il que votre cote de popularité a baissé ?» Grâce aux sondages d'opinion et aux moyens modernes de communication, les journalistes et les politologues médiatiques participent directement à la lutte politique, tout en apparaissant comme des observateurs impartiaux qui restent en dehors du jeu. Ils semblent se borner à commander et à commenter des sondages pour alimenter d'une façon plus scientifique les débats avec les hommes politiques. Contre les approximations et les affirmations partisanes de ceux-ci, ils ne font apparemment que demander aux instituts de sondage des données objectives et indiscutables. On connaît bien cette technique journalistique habituelle qui consiste à feindre la neutralité en disant « Ah, moi je pose juste des questions. » D'ailleurs, Pujadas le fait, là. Je suis d'accord avec vous entièrement, je ne fais que poser des questions. Sauf que Raoult l'a pris à son propre piège. Sur votre terrain, journalistique, pas politique, sur votre propre terrain où vous considérez que vous parlez pour l'opinion publique, je suis plus fort que vous. Sa stratégie ne vaut rien d'un point de vue argumentatif, puisqu'on aurait affaire, comme le dit Viktorovitch, à un appel au peuple, qui n'est pas légitime dans les questions scientifiques, ça vaut rien d'un point de vue argumentatif, mais d'un point de vue rhétorique, c'est très bien joué, parce qu'il prive son interlocuteur d'une partie de ses ressources maîtresses, la capacité du journaliste à parler pour l'opinion publique, en convoquant des sondages. Exactement comme à la guerre, quand on coupe les lignes d'approvisionnement de l'ennemi, ou plutôt ici, quand on s'empare de ses infrastructures et de ses armements. Alors est-ce que c'est une stratégie intentionnelle? J'en sais rien, sans doute que ça lui vient juste comme ça, en passant dans la conversation. Mais on voit que c'est redoutable. Bon, vous avez compris que cette vidéo ne met pas le pied dans le débat sur l'hydroxychloroquine, c'est pas mon sujet ici, c'est juste une vidéo transversale de rhétorique, qui vise juste à montrer que on peut n'avoir aucune pertinence d'un point de vue argumentatif, mais avoir des effets rhétoriques persuasifs, et en l'occurrence là, avoir des effets dévastateurs sur le journaliste, parce qu'on va se mettre à sa place, on va lui piquer ses ressources, on va lui prendre les ressources qui sont habituellement les siennes pour se grandir face à un homme politique, et donc pour montrer cette stratégie rhétorique, pour montrer la pertinence de cette stratégie rhétorique, il nous a fallu en passer par des considérations de sociologie des médias. J'espère que ça aura été intéressant et éclairant, n'hésitez pas à faire fonctionner ce que vous avez appris dans d'autres contextes, vous allez voir que les journalistes font sans cesse ça face à un homme politique, convoquer les sondages pour se grandir, pour se légitimer. Et je vous dis à une prochaine fois, à bientôt.